Derrière ce regard d'acier qui semblait ne jamais vaciller, il y avait un homme en guerre contre lui-même. Lino Ventura, figure de droiture et de force tranquille, portait dans le silence une accumulation de blessures invisibles. Sur les plateaux, il incarnait des hommes durs, taiseux, droits comme des lames, mais dès que la caméra s'éteignait, c'était une autre lumière, plus tremblante, qui s'allumait en lui. À 67 ans, alors que la France entière continuait de le célébrer comme un symbole de loyauté et de courage, il se tenait face à un inventaire intime qu'il ne parvenait plus à repousser, celui des rancunes. 5 noms, 5 visages, gravés dans sa mémoire, comme autant de cicatrices que le temps n'avait pas refermées. Ventura n'était pas un homme d'explosion, mais de retenue. Il ne criait pas sa colère, il l'enterrait sous une couche de silence, la transformant en une forme de fierté froide. Il ne pardonnait pas, non par orgueil, mais parce qu'il voyait dans le pardon une trahison envers lui-même. À ses yeux, céder, c'était effacer la vérité. Et la vérité, chez lui, n'avait jamais été négociable. On disait qu'il pouvait tourner le dos à un ami, à un producteur, à une institution entière, pour une parole non tenue, une promesse bafouée. C'était pas de la rigidité, c'était une fidélité presque primitive à une éthique qu'il portait comme une cuirasse. Dans l'univers impitoyable du cinéma, où les alliances se font et se défont au rythme des modes, Ventura se distinguait par son refus absolu du compromis. Il n'aimait ni les sourires forcés, ni les compliments intéressés. Ce mépris pour l'hypocrisie lui valait autant d'admiration que d'inimitié. Certains voyaient en lui un héros d'un autre temps, d'autres un homme trop fier pour survivre dans un monde d'apparence. Mais il s'en moquait. Il savait que les honneurs pouvaient trahir, et que la lumière du succès n'effaçait jamais les ombres du passé. Cette obstination, à demeurer intègre, le plaçait souvent à contre-courant. Il n'acceptait les rôles que s'il parlait à sa vérité. Je ne joue pas, je suis, disait-il. C'était à la fois sa force et sa malédiction, car derrière la rigueur de cette phrase se cachait la douleur d'un homme qui ne supportait pas le mensonge, ni chez les autres, ni en lui. Dans chaque film, dans chaque regard de Ventura, il y avait cette tension, celle d'un cœur blessé, refusant de se ramollir. Ses proches le décrivaient comme un homme de grande pudeur, presque inapte à la tendresse verbale. Mais ceux qui avaient croisé son regard savaient que tout y passait. La colère, la loyauté, le doute, et parfois une forme de tristesse résignée. Ce regard-là qui transperçait l'écran n'était pas un rôle. C'était l'expression directe d'une vie entière vécue dans la contradiction entre la droiture et la douleur. Ainsi s'ouvre le portrait d'un homme que la gloire n'a jamais apaisé. Lino Ventura n'était pas seulement un acteur adulé, il était un miroir pour tous ceux qui, un jour, ont préféré se taire plutôt que de trahir. Et ce silence, lourd, inflexible, et peut être ce qui le rend encore aujourd'hui inoubliable. Il faut revenir à l'enfance pour comprendre la dureté tranquille de Lino Ventura, né à Parme, un 14 juillet 1919, dans une Italie pauvre et instable. Angiolino Giuseppe Ventura grandit au milieu des manques, manque d'argent, manque de certitude, manque de père. Sa mère, femme courageuse et digne, l'emmène très tôt en France, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais la France des années 1930 Newton est pas tendre avec les immigrés. Le jeune Lino y apprend la langue du pays à coups d'humiliation et de bagarres de cours d'école. Cette expérience fondatrice forge en lui un instinct de survie. Il ne quémandera jamais la reconnaissance de personne, il l'obtiendra par la force et le travail. À Paris, il découvre un monde où le respect n'est pas donné, mais arraché. L'adolescent devient un homme avant l'heure. Il se forme dans la rue, dans la sueur des marchés, dans le vacarme des ateliers. Il comprend très vite que, pour être écouté, il faut d'abord inspirer la crainte. Alors il se tait, observe, endure. Le silence devient son arme, le regard son bouclier. Plus tard, sur les plateaux de cinéma, cette habitude du mutisme deviendra sa signature. Un acteur qui n'a pas besoin de mots pour être entendu. Avant d'être acteur, il est lutteur, littéralement. Ventura découvre la lutte professionnelle, presque par hasard, et y trouve un exutoire à sa colère contenue. Ce sport brutal mais codé lui apprend la discipline, le respect des règles et surtout la maîtrise de soi. Ce n'est pas un hasard si, plus tard, ces personnages seront souvent des hommes d'honneur, violents parfois, mais toujours justes.
Derrière le combattant, il y a un enfant blessé qui a appris que le monde n'offre jamais rien sans résistance. De ces années d'exil et de solitude naît une conviction qui ne le quittera plus. La dignité ne s'achète pas. Il voit sa mère travailler sans relâche, subir les regards condescendants des Parisiens, mais ne jamais se plaindre. Ce modèle féminin deviendra le socle de sa morale. Lino Ventura ne pardonnera jamais aux arrogants, aux puissants, à ceux qui humilient. Car pour lui, chaque blessure d'orgueil renvoie à ce passé d'enfant immigré, méprisé. Le cinéma viendra plus tard, presque par accident. Mais cette enfance en exil, c'est le véritable rôle qu'il n'aura jamais cessé de jouer. Celui d'un étranger qui doit toujours prouver qu'il mérite sa place. Cette origine invisible, Ventura la portera toute sa vie comme un tatouage invisible. Elle explique à la fois son immense pudeur et sa colère froide contre les injustices du monde du spectacle. Dans un Paris qu'il a vu grandir sans jamais vraiment l'adopter, il se forge une identité faite de silence et de loyauté. À travers ses films, il ne rejouera pas des histoires, il les revivra, car chez lui, tout découle de cette enfance rude où la fierté était la seule richesse. Et c'est dans cette enfance d'exil et de silence que s'enracine déjà la légende d'un homme incapable de trahir ce qu'il a été. Rien ne prédestinait Lino Ventura à devenir acteur. À la fin de la guerre, il n'a ni les mots ni les manières du monde du spectacle. Ce qu'il possède, en revanche, c'est cette vérité brute qui attire les regards sans qu'il le veuille. C'est Jacques Becker, à la recherche d'un visage authentique pour son film « Touchez pas au Grisby », qui remarque ce colosse taciturne et lui propose un rôle. Ventura hésite, refuse d'abord, puis finit par accepter. Sans le savoir, il s'avance vers un destin qui changera le visage du cinéma français. Dès sa première apparition à l'écran, le public est frappé. Il n'y a pas de jeu, pas d'affectation, juste un homme. Avec sa voix grave, son port massif, sa lenteur maîtrisée, Ventura devient l'incarnation d'une France populaire, celle des artisans, des ouvriers, des hommes fatigués mais debout. Dans un milieu où la séduction et le bavardage font souvent loi, il impose la force du silence. Le cinéma français découvre alors un acteur qui ne joue pas à être vrai, mais qui est vrai. Les années 1950 et 1960 consacrent Ventura comme l'un des visages les plus puissants de son époque. Les Tontons Flingueurs, Le Deuxième Souffle, Le Clan des Siciliens, chaque rôle confirme ce mélange de virilité et de droiture qui deviendra sa marque. Son regard suffit à raconter un monde. Il ne cherche jamais à plaire, mais il émeut parce qu'il ne triche pas. Cette honnêteté, rare à l'écran comme dans la vie, fait de lui une anomalie dans un milieu où la lumière déforme tout. Pourtant, Ventura reste étranger à la famille du cinéma. Il n'aime ni les fêtes, ni les tapis rouges, ni les compliments publics. Il fuit les interviews, refuse les invitations mondaines, se méfie des alliances. Dans un monde de faux-semblants, il garde la tête froide et les pieds sur terre. On le dit distant, voire méprisant, mais c'est une erreur. Ventura n'a jamais méprisé personne, il se protégeait simplement du vacarme inutile. Il savait que trop de bruit finit toujours par étouffer la sincérité. Cette pudeur, cette distance volontaire, renforce paradoxalement son mythe. Le public l'adore parce qu'il ressemble à ceux qui n'ont pas de voix. Sa popularité dépasse le cadre du cinéma. Il devient une figure morale. On l'imagine capable de dire non là où les autres cèdent. Son succès ne repose pas sur la technique, mais sur la cohérence entre l'homme et le personnage. Dans chaque plan, dans chaque silence, Ventura continue de défendre l'idée qu'un homme n'est rien sans sa parole. Mais derrière cette ascension admirable se cache déjà une fracture. Ventura ne se sent jamais tout à fait à sa place dans ce monde de paillettes. Sa fidélité à lui-même, son refus de compromis, vont bientôt le mettre en porte-à-faux avec une génération de cinéastes qui, au nom de la modernité, le jugeront trop rigide, trop enraciné dans le passé. Il ignore encore que son plus grand rôle, celui de l'homme qui ne pardonne pas, vient à peine de commencer. Les années 1970 marquent pour Ventura le début d'une guerre silencieuse. Alors que son nom figure parmi les plus grands du cinéma français, il sent autour de lui un monde qu'il ne reconnaît plus. Le cinéma qu'il aime, clair, humain, ancré dans la réalité, se voit peu à peu remplacé par une nouvelle vague plus cérébrale, plus distante. Truffaut, Godard, Rivette, Chabrol,
des réalisateurs qu'il respecte mais dont il se méfie. Pour lui, leur cinéma ne parle plus au peuple, mais à une élite qui s'écoute. Dans un entretien resté célèbre, il confie à demi-mot: quand on oublie le spectateur, on oublie la raison d'exister d'un film. Derrière cette phrase, il y a une blessure, celle d'un homme qui sent qu'on veut le pousser hors du cadre. La fracture se creuse. Les critiques, fascinés par la modernité, commencent à juger Ventura comme un acteur daté. Son style, direct, dépouillé, serait trop classique. Il lit ses articles, les garde sans jamais répondre, mais chaque mot le ronge. Ce mépris déguisé réveille en lui la vieille douleur du petit immigré, celle d'un homme toujours jugé, jamais complètement accepté. Dès lors, le pardon n'a plus de place. Il se ferme, se replie, sans jamais cesser de tourner. Ses films deviennent des forteresses où il continue de défendre une certaine idée du cinéma, honnête, droit, sans artifice. Ses colères, il les garde pour lui. Mais parfois, elles s'incarnent en visage. Parmi les blessures qu'il n'a jamais effacées, 5 noms reviennent souvent dans la bouche de ses proches. D'abord, celui de Jacques Becker, l'homme qu'il avait révélé. Ventura ne supporte pas qu'on le réduise à une création de quelqu'un d'autre. « Je me suis fait tout seul, disait-il, non par ingratitude, mais par orgueil. Il ne pouvait admettre que son destin dépende d'un autre. Ce besoin d'indépendance absolue, cette peur d'être redevable, fut son fardeau. Vient ensuite Jean Gabin, son alter ego, son double d'écran, son rival silencieux. Leur duo dans le clan des Siciliens est mythique, mais leur entente réelle, fragile. Gabin, autoritaire, aimait dominer. Ventura, respectueux mais fier, souffrait de cette hiérarchie tacite. Il confia un jour à un ami: « Sur le plateau, il n'y avait de place que pour lui. » Derrière cette phrase simple, toute une déception d'admiration trahie. Les critiques du Cahier du cinéma, eux aussi, font partie de ces figures qu'il n'a jamais pu absoudre. Ils l'accusent de rejouer toujours le même personnage, de refuser le risque. Ventura pourtant voyait dans cette fidélité une forme de sincérité. « Je ne joue pas des rôles, je joue des hommes. » Mais dans un monde où la mode dicte la valeur, sa droiture devient un défaut. Une autre plaie s'ouvre lorsqu'on lui propose la Légion d'honneur. Le gouvernement insiste, lui refuse. À ses yeux, cette médaille n'a rien d'un honneur. Elle n'est qu'un ruban politique. « Je n'ai rien fait pour mériter ça, » répond-il. Ce refus public, rare pour un artiste, choque autant qu'il fascine. Ventura sait que son geste sera mal compris, mais il s'en moque. Il préfère la solitude au mensonge. Et puis, il y a le monde, lointain mais cruel, de la presse, ces journaux qui l'ont ignoré ou méprisé lorsqu'il était au sommet, avant de l'encenser à la moindre faiblesse. Ventura les lit tous, range les articles dans des dossiers, garde la mémoire des injures. Lorsqu'un journaliste tente de l'interviewer après une critique particulièrement injuste, il répond froidement: « J'ai de la mémoire, moi. » Et le ton retombe. Chez lui, le pardon n'est pas un mot, c'est une impossibilité. Ses rancunes ne sont pas des haines spectaculaires. Ce sont des silences tenaces, des retraits, des refus. Ventura ne cherche pas à se venger, il choisit simplement de disparaître de la vie de ceux qui l'ont blessé. Sa vengeance, c'est l'oubli volontaire. Dans son monde, le respect perdu ne se regagne jamais. Ce code moral, presque chevaleresque, l'isole de plus en plus, mais il s'y tient, coûte que coûte. Derrière cette austérité apparente, pourtant, se cache un homme profondément humain. Car s'il ne pardonne pas, il ne hait pas non plus. Il transforme sa douleur en action. En 1966, avec sa femme Odette, il fonde Personnage, une association dédiée aux enfants handicapés, inspirée par sa fille Linda. C'est là que s'exprime sa tendresse la plus pure, loin des caméras, loin des discours. Lino Ventura ne disait pas « je t'aime ». Il construisait des murs pour protéger ceux qui l'aimaient. À mesure que les années passent, Ventura devient une légende malgré lui. Mais cette légende s'écrit à rebours, dans le refus, dans le silence, dans l'exigence. Les années 1980 secondes ouvrent sur un paysage culturel où il ne reconnaît plus rien. Le cinéma s'américanise, les carrières se gèrent comme des marques, les acteurs deviennent des visages médiatiques. Lui, fidèle à ses convictions, continue d'avancer sans publicité, sans agent, sans calcul. Chaque film est désormais un combat moral. Il choisit ses réalisateurs avec prudence, ne tournant qu'avec ceux en qui il voit une sincérité comparable à la sienne. Les autres, il les évite,
sans explication, sans scandale. Ce tri sévère finit par réduire son univers professionnel, mais il s'en contente. Je préfère être seul que compromis. Pour Ventura, l'honneur reste la seule monnaie valable. Cette rigueur, incomprise de certains, devient avec le temps une forme d'isolement. On le dit amer, mais c'est faux. Il est lucide. Il sait qu'à force de dire non, il s'est coupé du système, pourtant il ne regrette rien. Quand on lui demande pourquoi il ne se montre plus dans les festivals, il répond simplement « Je n'ai rien à vendre », il déteste la comédie sociale des remises de prix. Recevoir un trophée entouré de ceux qui l'ont ignoré lui paraît une farce cruelle. Cette intransigeance culmine en 1985. Un grand festival international l'invite à recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière. Ventura accepte d'abord par politesse, mais apprenant que 2 membres du jury sont des critiques qu'il juge responsables de ses plus vieilles blessures, il se retire à la dernière minute. Aucun communiqué, aucune justification, juste un silence. Ce retrait soudain devient un événement. Les journaux parlent de coup de tête, mais ses proches savent que c'est, au contraire, un acte de fidélité à soi-même. Pour Ventura, se laisser célébrer par ceux qui l'ont méprisé serait une trahison. Dans les rares interviews qu'il accorde encore, ces mots sonnent comme des adieux. On lui demande s'il regrette de ne pas avoir reçu plus de prix. Il sourit. Les seuls prix qui comptent, ce sont les regards dans la rue. Cette phrase résume toute sa philosophie. Ventura n'a jamais tourné pour la critique, mais pour les gens. Les ouvriers, les pères de famille, les anonymes qu'il croisait dans les marchés, c'est leur reconnaissance qui comptait. Dans cette fidélité au public, il trouvait un apaisement que ni les rubans ni les honneurs ne pouvaient lui offrir. Pourtant, derrière cette façade de calme et de maîtrise, la solitude grandit. Beaucoup de ses amis sont morts. Gabine, Blier, Delon s'éloignent. Les tournages se font plus rares. À la maison, Odette veille sur lui avec une tendresse silencieuse. Il passe des heures à lire les journaux, à suivre l'évolution de son association Personnage, à visiter les enfants dans les centres qu'il a contribué à créer. Là, il parle doucement, rit même parfois. Devant ses enfants brisés, il retrouve un sens à la vie qu'il croyait perdu. Ces instants-là sont ses seuls moments de paix. Mais son corps, lui, s'affaiblit. Les années de fatigue, de stress, de colère contenue laissent des traces. Le 22 octobre 1987, dans sa maison de Saint-Cloud, il s'éteint d'une crise cardiaque, à l'aube. Aucune mise en scène, aucune caméra. Juste un départ fidèle à sa vie. Odette le découvre, calme, presque apaisé, un journal encore ouvert sur la table. Le titre de la veille annonçait la nomination d'un acteur à la Légion d'honneur. Nul ne saura jamais si ce détail l'a touché ou si c'est un hasard tragique. Ses funérailles ont lieu dans la plus stricte intimité. Pas de tapis rouge, pas de parterre de stars, seulement la famille et les enfants de Personnage. Certains, en fauteuil roulant, apportent des dessins, des fleurs, des mots d'adieu. L'un d'eux tend à Odette une feuille griffonnée. « Merci Lino ». Ce simple mot résume tout. Quelques jours plus tard, la République française décide, à titre posthume, de lui remettre enfin la Légion d'honneur. Odette accepte, non pour lui, mais pour ce qu'il a représenté. La fidélité, la dignité, l'intégrité. À ceux qui lui demandent pourquoi, elle répond doucement « Il ne l'aurait pas voulu, mais il aurait compris ». Ainsi s'achève la vie d'un homme qui n'a jamais voulu être un héros, mais qu'il est devenu par refus du mensonge. Ventura meurt comme il a vécu, debout, en silence, entouré de ceux qui comptaient vraiment. Son regard s'est éteint, mais son exigence demeure, comme un rappel à la vérité dans un monde de faux-semblants. Après sa mort, la France découvre soudain la profondeur de l'homme qu'elle croyait connaître. Les journaux qu'il avait parfois ignorés lui consacrent des unes bouleversées. Les hommages affluent, sincères ou tardifs, mais Ventura ne les entend plus. Ironie cruelle, c'est en disparaissant qu'il obtient enfin l'unanimité qu'il avait toujours refusée. On célèbre sa droiture, sa pudeur, sa fidélité aux principes, on redécouvre ses films, on cite ses phrases, on loue sa rigueur. Pourtant, derrière ces éloges, persiste une question. Que reste-t-il d'un homme qui a bâti sa légende sur le refus? Ce que Ventura laisse derrière lui, c'est plus qu'une carrière, c'est une leçon de cohérence. Dans un milieu où tout change, où les réputations se font et se défont au gré des modes, il a incarné la constance. Sa droiture, sa réserve, son refus de plaire
ont redonné du poids à des mots devenus rares: dignité, respect, silence. Dans chaque rôle, il rappelait qu'un homme ne se définit pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il tient. Cette fidélité à lui-même, que d'aucuns jugeaient rigide, est devenue sa plus belle trace. Mais l'héritage de Ventura n'est pas seulement moral, il est humain. Personnage, l'association qu'il avait fondée, continue son œuvre. Des centaines d'enfants y trouvent chaque année un refuge, un espace d'amour discret, fidèle à sa vision. Faire le bien sans le dire. Ses anciens compagnons de route racontent qu'il visitait les centres incognito, sans caméra, sans discours, laissant seulement derrière lui une poignée de main ou un sourire. Ce geste simple, presque invisible, est aujourd'hui son véritable testament. Son influence dépasse même le cinéma. De nombreux acteurs, Jean-Paul Belmondo, Daniel Auteuil, Vincent Lindon, revendiquent son héritage, celui d'un jeu sincère, débarrassé des artifices. Dans une époque où l'image a pris le pouvoir, Ventura rappelle que la vérité d'un visage peut suffire. Sa force tranquille, sa manière d'occuper l'espace sans bruit, résonne encore à l'écran comme une présence presque spirituelle. Et pourtant, quelque chose d'inachevé plane autour de lui. Lino Ventura n'a jamais cherché le pardon, ni à le donner, ni à le recevoir. Était-ce une faiblesse? Ou la seule manière pour lui de rester entier? Ceux qui l'ont connu affirment qu'il ne nourrissait pas de haine, seulement un besoin irréductible de justice. Chez lui, le pardon n'était pas impossible, mais inutile. Ce qu'il voulait, c'était la vérité nue, sans phare, sans excuse. Aujourd'hui, ses films continuent d'être diffusés, ses répliques sont citées, son regard inspire encore la loyauté et la pudeur. Lino Ventura n'a peut être jamais pardonné aux autres, mais c'est peu être cette fidélité farouche à ses blessures qui le rend si humain. Car au fond, derrière la cuirasse du justicier, il y avait un homme blessé, qui n'a jamais cessé de croire qu'être droit valait mieux qu'être aimé. Et cette fois-là, simple, intransigeante, est sans doute ce qui fait de lui une légende que le temps ne peut pas effacer. Lino Ventura, acteur d'une droiture rare, a bâti sa vie sur la fidélité et le refus. Immigré devenu star, il resta un homme pudique, méfiant envers les honneurs et hostile aux faux-semblants. Derrière la force de son regard se cachait la blessure d'un enfant humilié, transformé en exigence morale. Jusqu'à la fin, il préféra la solitude au compromis, la vérité au succès. Son héritage, c'est une leçon d'intégrité. Celle d'un homme qui n'a jamais joué à être vrai, mais qui le fut jusqu'au bout.